Bonjour Nicolas Corato. Bonjour. Président fondateur du think tank Place de la République, proche du PS, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Allez, oui. Bonjour Mathieu Hoc. Bonjour. Secrétaire général du think tank Le Millénaire, proche des Républicains, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Alors je vous regardais écouter la revue de presse de Théo. Commençons par cette passe d'armes par médias interposés. Elisabeth Borne, visiblement irritée. Gérald Darmanin, Bruno Retailleau. Tout ceci sur donc à propos du port de signes religieux dans le sport. Mais ce qui est assez drôle, c'est que finalement ils sont tous d'accord sur le fond, en fait. Qui commence, Nicolas Corato? Oui, ça, vous avez raison, ça dénote finalement une forme de fébrilité au sein du gouvernement, de compétition accrue entre ministres, de contentieux pour savoir qui aura la voix prépondérante dans les médias sur les sujets qui sont censés intéresser les plus les Français. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette fébrilité se concentre sur un sujet important qui est celui de la laïcité, sur un sujet qui a déjà été indébattu et tranché par la loi et par les juges. C'est-à-dire que nous sommes... Pourquoi continuer à s'agiter comme ça alors? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais. Qui a intérêt à ce que cette agitation perdure autour de ces sujets, à part ceux qui en ont fait finalement une forme de carburant électoraliste et politicien pour l'avenir. Et d'une certaine manière, la position de Madame Borne est une position la plus difficile parce que la plus neutre. Enfin, elle appelle au calme. C'est-à-dire qu'elle dit, mais en fait, il n'y a pas de sujet. Ne me prenez pas, moi, en difficulté ou en déficit de défense de la laïcité. Ce sujet n'est pas un sujet. Le sujet de la laïcité dans le sport, il a été traité. Il y a une partie qui est traitée par la loi pour l'aspect de la neutralité des agents publics, et puis ensuite les fédérations sportives qui depuis des années ont la compétence et la possibilité de légiférer, de réglementer entre guillemets la pratique de leur sport à haut niveau dans les compétitions. Donc c'est intéressant de voir cette fébrilité, à qui elle profite et qui a intérêt à ce que effectivement ce débat perdure et qu'on ne parle pas surtout du reste. Mathieu, j'ai pas l'impression que vous soyez totalement sur la même longueur d'onde à ce sujet, non ? Je suis pas tout à fait d'accord. J'entends ce que dit Nicolas, mais la réalité, en fait, c'est que oui, sur le papier, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les fédérations qui sont en première ligne pour faire appliquer la laïcité pour ce qui est effectivement des signes ostentatoires de la part des acteurs, donc des sportifs, notamment pour le voile. Mais le problème, en fait, et c'est le cas qu'on retrouve dans l'éducation nationale, c'est le cas qu'on retrouve dans les autres sports, etc., c'est que la laïcité aujourd'hui est menacée par le phénomène d'entrisme lié à l'islam et à l'islamisme, donc la récupération politique qu'en font les islamistes. Pourquoi ? Et en fait, le problème, c'est que les fédérations, on les laisse seules face à cette montée et à cette poussée, à ces offensives de l'islamisme. Et c'est ça le problème. C'est de la même façon qu'on laisse les professeurs seuls face aux islamistes. Et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est d'aider les fédérations à pouvoir faire appliquer ce qui existe actuellement dans la loi. Mais qu'est-ce qui existe actuellement dans la loi par rapport aux fédérations sportives? Non, mais pour les fédérations sportives, elles ont donc la loi de 1905. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est effectivement la neutralité de l'État, c'est la discrétion aussi quand même dans l'espace public des gens qui pratiquent leur foi. Non, il n'y a pas de principe de discrétion. C'est le principe de liberté de conscience. Et ensuite, après, effectivement, il liberté de conscience. Il n'y a aucun principe de neutralité dans l'espace public dans la loi 1905. Mais bien sûr, j'ai pas dit autre chose. Mais il faut quand même rajouter un mais, c'est que la laïcité doit s'appliquer et doivent faire justement en sorte que l'ordre public soit respecté. Or aujourd'hui, les signes ostentatoires, et il faut aussi rappeler qu'il y a deux choses qui sont différentes, notamment dans le sport. Personne ne veut contraindre l'expression religieuse dans le sport. Par exemple, vous prenez n'importe quel joueur de foot ou n'importe quelle joueuse de foot peut, lorsqu'elle marque un but, célébrer en invoquant sa foi. Il y a des joueurs de foot qui le font, Mohamed Salah, Karim Benzema, ça ne pose de problème à personne. Le problème, c'est les signes ostentatoires dans le milieu du sport. Pourquoi ? Parce que dans la commission Stasi, qui a donc été, qui a accouché justement à la loi de 2004 sur l'école, on a fait une distinction entre l'expression religieuse et le signe ostentatoire. Et on a classé le voile comme signe ostentatoire, puisque le voile est un instrument de l'islam politique, donc c'est-à-dire des islamistes dans les pays arabo-musulmans et dans les pays aussi aujourd'hui occidentaux. Et donc, dès lors qu'on fait cette distinction-là, il est naturel que dans les compétitions sportives, qui sont un lieu, un cadre public, ce n'est pas le cas de l'université, qui n'est pas un cadre public, donc puisque vous pouvez avoir des gens qui viennent voir les compétitions sportives, que le voile
voile puisse être interdit. Et à partir du moment où les fédérations sont en difficulté pour faire appliquer ce principe-là, parce qu'on les laisse toutes seules avec peu de moyens humains pour faire appliquer ce type de proposition, alors il faut les soutenir, et c'est pour cela que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ont raison de monter au créneau sur ce sujet. Et quand la ministre des Sports, Marie Barsac, déclare le port du voile, ce n'est pas de l'entrisme, il faut se méfier, il faut faire attention, elle te dit contre les confusions, les amalgames entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Coirato ? Oui, mais je pense qu'il faut... C'est un sujet sur lequel on aurait intérêt à revenir à beaucoup plus de nuances. D'abord parce que la loi est beaucoup plus large que notre débat, que c'est une loi de liberté, la loi de 1905, c'est une loi de liberté de conscience, et que le sujet de l'entrisme islamiste est un réel sujet. Je ne sais pas si le fait d'interdire le port du voile à des jeunes filles, y compris dans l'espace public, que constitue par exemple une compétition sportive, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'entrisme. La difficulté pour nous, c'est effectivement, nous, République, de constater que des jeunes filles, peut-être, souvent, sont contraintes de porter le voile. C'est ce que dit Elisabeth Borne. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On exclut ces jeunes filles qui sont, d'une certaine manière, victimes, parfois consentantes, de cette contrainte, ou est-ce que on constate, est-ce que c'est pas un peu notre échec d'en arriver à l'interdiction ? Est-ce que la lutte contre l'entrisme islamiste et contre le fondamentalisme religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, doit pas se situer beaucoup plus en amont ? Et donc, moi, je veux bien entendre qu'on soit dans la coercition et qu'on se retourne vers les individus lorsque on peut constater qu'ils sont en état de faiblesse ou en état de conscience aussi, parce qu'on peut porter le voile en étant parfaitement libre et volontaire. Et ben à ce moment-là, d'une certaine manière, c'est un aveu de faiblesse aussi de nos dirigeants politiques et un aveu de faiblesse de réflexion. La vraie réflexion aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on mobilise à l'école, dans les clubs sportifs de formation, les animateurs sociaux dans les cités, dans les quartiers populaires, comment on mobilise tout un réseau qui n'est plus du tout mobilisé pour accompagner notamment ces jeunes filles, pour leur apprendre ce qu'est la liberté de conscience, pour leur apprendre ce que c'est que l'autonomie et l'émancipation, et pas simplement les interdire d'espace public une fois que, parce que culturellement, parce que familialement, parce qu'idéologiquement, elles sont tombées victimes, ou victimes consentantes, je le dis bien, de cet islamisme rampant qui est un véritable fléau pour le pays. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, c'est comment on parle à des adultes dans ce pays, comment on se parle entre adultes de ces sujets aussi compliqués, plutôt qu'en se lançant des anathèmes, comme c'est devenu effectivement la mode dans ce gouvernement, où on a des ministres qui nous donnent le plus mauvais exemple de ce qu'est un débat public. Non, mais pour répondre à Nicolas, moi, je pense aujourd'hui que le problème qu'on a sur la question de la lutte contre l'entrisme, c'est qu'à chaque fois qu'on se couche face à l'entrisme, c'est à chaque fois que l'on pratique ce qu'on appelle les politiques d'accommodement raisonnable, ce qui avait été fait après notamment l'affaire de Creil par Lionel Jospin, la République cède, et donc ensuite après, les islamistes vont en profiter pour aller encore plus loin. Et je pense, et je vais donner un exemple pour montrer que c'est pas que lorsqu'on est ferme, ça se passe plutôt bien, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal interdit la baya, on peut en penser ce qu'on veut, la plupart des Français sont d'accord avec cette décision-là, et ensuite il n'y a plus de sujet à baya. Et c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il faut que la République ne cède pas avec des accommodements raisonnables, parce que sinon les islamistes vont essayer d'aller encore plus loin, parce que ce débat-là effectivement est beaucoup plus large. Là on parle du voile dans les compétitions sportives, mais c'est un débat qu'on aura systématiquement pendant des décennies et des décennies si la République cède, parce qu'à chaque fois il y aura toujours un autre sujet. Là on est sur la question du voile, demain on sera sur la question du burkini, ensuite après on va être sur la question des cantines, on va être sur la question ensuite après des services publics, dans les entreprises, dans les associations. Ces sujets qui sont évoqués, qui sont largement évoqués médiatiquement, mais quand même. Mais bien sûr, fois, et c'est ça le problème. Donc tant qu'on règle pas le sujet, et moi c'est pour ça que nous on fait une proposition dans notre think tank, c'est de créer, de fonder une deuxième loi de laïcité, parce qu'aujourd'hui on peut considérer deuxième loi de la laïcité, que la loi de 1905, par exemple, extension de la neutralité de l'État, par exemple dans les associations qui bénéficient de financement public, ça peut être également aussi une extension de la neutralité de la laïcité dans les entreprises, etc. On peut aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui trop de pans de notre société sont laissés seuls face aux islamistes, et c'est ça où moi c'est là où je veux vraiment alerter, c'est que par exemple vous regardez dans d'innombrables quartiers, vous allez dans n'importe quel club de foot d'une cité dans notre pays aujourd'hui, vous allez vous parler aux gens et parler aux éducateurs sportifs, ils vont vous dire la même chose. On a des cas aujourd'hui qui posent problème avec la laïcité, on a une montée de l'islamisme, et aujourd'hui on ne sait pas comment réagir, et dès qu'on se retourne vers l'État, il n'y a plus personne pour nous aider. Et je pense que le sujet est là aujourd'hui, c'est de soutenir
tous les acteurs associatifs, culturels, les entreprises, etc., qui font face à la progression de l'islamisme qui est beaucoup trop importante dans notre pays. Quand Gérald Darmanin dit si on veut laisser Marine Le Pen seule à défendre la laïcité, on ne peut pas s'y prendre mieux. On ne peut pas rester dans un gouvernement qui cède sur ces questions-là. C'est une vraie question, ça aussi, quand même. C'est une vraie question, mais elle est complètement faussée. Marine Le Pen ne défend pas la laïcité. Marine Le Pen, elle défend une forme d'interdiction de la religion dans l'espace public. C'est intéressant. Je le répète, la laïcité n'est pas une contrainte qui pèse sur les citoyens. Il n'y a pas besoin de défendre la laïcité, c'est une liberté absolue qui est reconnue, mais qui est reconnue constitutionnellement. Des enseignants elle est attaquée, la laïcité. La laïcité est attaquée. La laïcité est attaquée quand on commence à considérer la possibilité d'interdire l'exercice d'une religion dans l'espace public. L'exercice de la reconnaissance d'une religion dans l'espace public. La laïcité de Marine Le Pen, la laïcité de Marine Le Pen, c'est finalement une politique qui est anti-islam. C'est une politique qui ne veut pas de l'islam en France et qui utilise une loi de 1905 que le camp que représente Marine Le Pen a toujours condamné, toujours combattu, y compris jusqu'en allant poursuivre ceux qui étaient à l'origine, y compris jusqu'en allant emprisonner ceux qui ont pu voter cette loi à l'époque. L'extrême droite a toujours été contre la laïcité. Cette laïcité qui est une liberté. Et aujourd'hui, hop, confusion des concepts, on fait un grand tour de passe-passe et on nous dit que Marine Le Pen est devenue la grande prêtresse de la laïcité. Marine Le Pen se fiche complètement de la laïcité. Marine Le Pen, elle voudrait la laïcité. Si elle s'attaque à l'Église demain, vous verrez ce qu'elle fera. Moi, ça m'intéresse quand je vois des gens d'extrême droite défiler pour sauver une statue de la Vierge Marie qui a été payée par des fonds municipaux après 1905 et dire que c'est une grande atteinte à la laïcité, c'est formidable. Donc écoutez, cette laïcité de Marine Le Pen, c'est une laïcité de circonstance, c'est une laïcité qui ne tiendra pas le temps des élections. Allez, on poursuivra ce débat ensemble, passionnant. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Nicolas Corato et merci Mathieu Hoc.